Il disait qu'elle courait à sa perte, une veuve brisée, errant dans les montagnes glacées. Ayanna Hale, seule après la mort brutale de son mari, défie le destin en cherchant un refuge secret dans les forêts du Wyoming de 1888. Mais ce qu'elle trouve et qui elle rencontre changera tout. Un guerrier apache, un abri sous la terre, une tempête mortelle. Leur histoire est celle du courage, de l'union face à l'impossible. Et si la fin n'était pas celle que vous attendez, une révélation bouleversante vous attend. Abonnez-vous, partagez d'où vous écoutez et plongez dans ce mystère. Que cache vraiment ce refuge? Pourquoi leur lien défie-t-il le monde? Le vent hurlait à travers les planches disjointes de la cabane, comme s'il voulait arracher les derniers vestiges de chaleur qu'Ayanna Hale s'efforçait de préserver. Nous sommes en octobre 1888, dans les collines désolées du Wyoming, où la solitude est aussi mordante que le froid. Ayanna, 29 ans, les cheveux au burn, noués en un chignon lâche, se tenait devant une table usée, les doigts crispés sur un couteau de chasse, ayant appartenu à David, son mari. David Hale, un fermier aux mains calleuses et au sourire franc, avait été abattu par des bandits au printemps, laissant Ayanna seule dans cette coquille de bois qui craquait sous le poids des souvenirs. La communauté du village, un ramassis de maisons blotties contre une plaine balayée par les vents, l'avait rejetée, la traitant comme une ombre importune, une veuve trop têtue pour vendre sa terre et partir. Chaque nuit, le vent s'infiltrait par les fissures, murmurant le nom de David, et Ayanna, les yeux fixés sur les braises mourantes de l'âtre, sentait son cœur se fissurer un peu plus. Elle ne pouvait plus rester ici, dans cette cabane qui semblait rire de son chagrin, où chaque coin portait l'écho des rires passés. Les villageois parlaient à voix basse d'un refuge secret, une cache enfouie dans la forêt profonde, un endroit où les âmes perdues trouvaient abri contre les hivers impitoyables. Personne ne savait qui l'avait construit, ni pourquoi, mais les rumeurs suffisaient à allumer une étincelle dans l'esprit d'Ayanna. Elle n'avait plus rien à perdre, sauf peut-être la peur qui la rongeait. À l'aube, alors que le ciel s'embrasait d'un rouge sanglant, Ayanna enfila une veste de laine rapiécée et glissa le couteau de David dans sa ceinture. Elle empaqueta du pain sec, une gourde d'eau et une couverture dans un sac de toile, puis jeta un dernier regard à la cabane. Les planches ganties grinçaient, comme pour la supplier de rester, mais elle ferma la porte d'un geste sec, le bois claquant comme un adieu. La forêt, à plusieurs lieues au nord, était un labyrinthe de pins tordus et de ravins escarpés, un territoire où même les trappeurs hésitaient à s'aventurer. Ayanna marcha, ses bottes s'enfonçant dans la boue gelée, tandis que le froid s'insinuait sous sa peau, piquant ses joues comme des aiguilles. Le premier jour, elle suivit une piste à peine visible, marquée par des empreintes de cerfs et des branches cassées. Les corbeaux croassaient au-dessus d'elle, leurs cris résonnant comme des avertissements. La nuit tomba et Ayanna s'abrita sous un rocher en surplomb, enveloppée dans sa couverture, les dents serrées pour ne pas claquer. Elle alluma un petit feu, les flammes vacillantes révélant ses yeux hantés, où se mêlaient détermination et désespoir. Elle pensa à David, à la façon dont il fredonnait en réparant les clôtures, et une larme coula, gelant sur sa joue avant de toucher le sol. Le deuxième jour, la piste disparut, avalée par des broussailles denses. Ayanna trébucha sur des racines, ses mains écorchées de par les épines, mais elle continua, guidée par une intuition qu'elle ne comprenait pas elle-même. Le froid devenait plus cruel, mordant ses doigts, jusqu'à ce qu'il soit engourdi. Elle entendit un hurlement lointain, un loup peut-être, et son pouls d'araignée s'accéléra, mais elle serra le couteau plus fort, refusant de céder à la panique. La forêt semblait vivante, ses ombres dansant comme des spectres, et Ayanna murmura une prière, bien qu'elle ne sût plus si elle croyait encore
en quoi que ce soit. Au troisième jour, alors que ses forces s'amenuisaient et que la faim lui tordait l'estomac, elle aperçut une anomalie, un amas de buissons trop ordonné, comme s'il cachait quelque chose. Elle s'approcha, écartant les branches puis avec précaution, et découvrit une ouverture étroite, à peine assez large pour une personne, creusée dans une colline. Une odeur de terre humide s'échappait de l'obscurité. Aïana hésita, le cœur battant, puis se glissa à l'intérieur, ses épaules frôlant les parois rugueuses. À l'intérieur, elle trouva un tunnel qui s'élargissait en une chambre souterraine, éclairée par la faible lueur de son briquet. Un foyer en pierre, des sacs de provisions, une source d'eau goûtant dans un bassin creusé, c'était un refuge, construit avec une précision qui trahissait un esprit méthodique. Épuisée, Aïana s'effondra près du foyer, alluma un feu avec des brindilles stockées, et sombra dans un sommeil profond, ignorant qu'elle venait de pénétrer dans le sanctuaire d'un homme qui fuyait le monde autant qu'elle. Alors qu'Aïana sombrait dans un sommeil profond, le feu crépitant doucement dans le foyer souterrain, une ombre se dessina à l'entrée du tunnel, silencieuse comme un spectre dans la nuit. Le Wyoming, en ce novembre 1888, était un pays où la méfiance régnait, et Samuel Tazunka, un guerrier apache de 34 ans, connaissait mieux que quiconque le prix de la vigilance. Grand, les épaules nouées par des années de combat, il portait une cicatrice en croissant sous l'œil gauche, souvenir d'une embuscade militaire. Ses cheveux noirs, tressés serrés, frôlaient à le col de sa veste en peau de cerf. Tazunka avait construit ce refuge 1 an plus tôt, après que sa femme et son fils eurent péri dans un raid américain sur leur campement. Chaque planche, chaque pierre taillée portait la marque de sa douleur et de sa détermination à survivre. En découvrant la lueur du feu dans son sanctuaire, Tazunka s'immobilisa, la main sur le manche de son couteau. Le parfum du bois brûlé se mêlait à une odeur étrangère, celle d'un intrus. Il avança, ses mocassins effleurant le sol argileux sans un bruit, jusqu'à ce qu'il distingue une silhouette recroquevillée près du foyer. Aïana, emmitouflée dans une couverture, dormait, ses traits étirés révélant l'épuisement d'une âme poursuivie par le malheur. Tazunka plissa les yeux, partagé entre la colère d'une intrusion et une curiosité qu'il ne s'expliquait pas. Qui était cette femme, assez audacieuse ou désespérée pour pénétrer son refuge? Il s'accroupit à quelques pas, étudiant son visage éclairé par les flammes, et décida d'attendre l'aube. Lorsque le premier rayon grisâtre perça les interstices de l'entrée camouflée, Aïana s'éveilla en sursaut, son souffle formant un nuage dans l'air frais. Ses yeux s'écarquillèrent en rencontrant ceux de Tazunka, sombres et insondables comme un lac gelé. Elle recula, saisissant le couteau de David, mais ses mains tremblaient, trahissant sa peur. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle, sa voix rauque brisant le silence. Tazunka, immobile, répondit dans un anglais teinté d'un accent guttural. « C'est ma maison. Et vous, qui êtes-vous pour y entrer » La tension flottait, épaisse comme la fumée du foyer, mais Tazunka, contre toute attente, rengaina son couteau, s'asseyant en tailleur à distance respectable. Aïana, le cœur battant, expliqua en phrases hachées son voyage, la mort de son mari, la cabane qui n'était plus un foyer. Tazunka écouta, son visage impassible masquant un tumulte intérieur. Il connaissait la perte, la morsure du deuil, qui ne s'efface jamais. Il aurait pu la chasser, mais quelque chose dans sa voix, peut-être l'écho de sa propre solitude, le retint. « Vous ne pouvez pas rester ici sans savoir comment survivre, » dit-il enfin, désignant les provisions rangées avec soin. Il lui montra les sacs de viande séchée, les jarres d'eau tirées du ruisseau souterrain, et la cheminée ingénieuse qu'il avait creusée pour évacuer la fumée, sans trahir sa position. Le refuge était une merveille d'ingéniosité, des murs d'argile compacts, renforcés par des poutres de pin,
maintenait une chaleur constante malgré le froid extérieur qui s'intensifiait. Une étagère taillée dans la paroi abritait des outils, un arc, des flèches, une hache et des pots pliés pour les nuits glaciales. Tasunka expliqua comment il avait choisi cet endroit, guidé par les anciens qui connaissaient les secrets des collines, là où la terre protégeait ceux qui savaient l'écouter. Ayana, fascinée malgré sa méfiance, posa des questions, ses doigts effleurant le bord du bassin d'eau claire. Elle remarqua des marques gravées dans la pierre, des symboles apaches, peut-être une prière ou un mémorial. Dehors, le vent gémissait, annonçant une tempête imminente, et Tasunka scruta l'entrée, ses sens aiguisés par des années de fuite. Il savait que les patrouilles militaires rôdaient traquant les apaches comme du gibier, et que la fumée du foyer, même discrète, pouvait attirer l'attention. « Si vous restez, vous devez apprendre à vous cacher, » avertit-il, lui enseignant comment masquer ses traces dans la neige et vérifier les broussailles camouflant l'entrée. Ayana, bien que terrifiée par cet homme imposant, sentit une étrange assurance dans sa présence, comme si la forêt elle-même veillait sur eux. Alors que la journée s'éteignait, un hurlement lointain, celui d'un coyote ou pire, fit frissonner Ayana. Tasunka, sans un mot, ajouta une bûche au feu, les flammes projetant des ombres dansantes sur les murs. Ils étaient deux étrangers, liés par un refuge et une tempête à venir, ignorant que leur rencontre n'était que le début d'un combat plus grand. La nuit enveloppa le Wyoming, et dans l'obscurité, le refuge devint une île, un fragile bastion contre un monde qui cherchait à les briser. Alors que les flammes projetaient des ombres dansantes sur les murs du refuge, un silence lourd s'installa entre Ayana et Tasunka, seulement troublé par le gémissement du vent, au-delà de l'entrée camouflée. En ce novembre 1888, dans les entrailles d'une colline du Wyoming, deux âmes marquées par la perte se faisaient face face, leur monde aussi éloigné que les étoiles d'un ciel d'hiver. Ayana, les doigts tristes crispés sur la couverture, observait Tasunka, dont les yeux sombres semblaient scruter au-delà de sa peau, jusqu'à l'essence de son chagrin. La tempête grondait dehors, emprisonnant ces étrangers dans une intimité forcée, et ce qui avait commencé comme une rencontre méfiante s'apprêtait à devenir un échange qui défierait leur solitude. Le matin suivant, alors que la lumière pâle filtrait à peine dans le tunnel, Ayana se leva, déterminée à prouver qu'elle n'était pas un fardeau. Elle remarqua une pile de bûches mal alignées près du foyer et entreprit de les ranger, ses gestes précis, malgré ses mains, encore engourdies par le froid. Tasunka, occupée à aiguiser une flèche, l'observa en silence, une lueur d'approbation traversant son regard. « Vous ne restez pas immobile, » dit-il, brisant la tension. Ayana, essuyant la sueur de son front, répondit avec un sourire timide. « Rester immobile, c'est mourir, lentement. » Ces mots, simples mais lourds, résonnèrent dans la poitrine de Tasunka, lui rappelant les leçons de survie des anciens Apaches, où chaque mouvement était un acte de résistance. Ils commencèrent à parler, d'abord avec prudence, comme des marcheurs testant la glace d'un lac gelé. Ayana raconta la ferme qu'elle et David avaient eux-mêmes construite, les champs de blé qu'ils rêvaient se devoir pousser, et la nuit où les bandits avaient tout réduit en cendres, ne laissant que des cris et du sang. Sa voix tremblait, mais elle ne s'arrêta pas, comme si nommer la douleur la rendait moins écrasante. Tasunka, d'ordinaire avare de mots, se surprit à partager son propre fardeau. Il décrivit le campement apache incendié par les soldats, les rires de son fils étouffés par les flammes, et la promesse qu'il s'était faite de ne plus jamais plier sous le joug des envahisseurs. « Nous sommes différents, » murmura-t-il, « mais la perte nous parle la même langue. » Le refuge, avec ses murs d'argile et son feu constant, devint un confessionnal
où leurs histoires s'entremêlaient. Ayana, fascinée par la résilience de Tasunka, lui demanda comment il avait appris à lire la forêt comme un livre, ouvert. Il lui enseigna à reconnaître les traces d'un cerf dans la neige, à écouter le vent pour prévoir une tempête, et à repérer les baies comestibles cachées sous le givre. En retour, Ayana partagea une astuce de son enfance dans une ferme du Missouri. Tresser des cordes robustes avec des fibres de lin sauvages qu'elle trouva près du ruisseau souterrain. Tasunka, impressionné par son ingéniosité, lui tendit une lanière de cuir pour renforcer son ouvrage, un geste qui scella une alliance naissante. Alors que la tempête s'intensifiait, faisant trembler les poutres du refuge, Ayana et Tasunka travaillèrent côte à côte pour renforcer l'entrée, entassant des pierres pour bloquer les courants d'air glacés. Leur silence, autrefois pesant, devinrent complices, ponctués de regards qui disaient plus que des mots. Ayana, en empilant les pierres, sentit une chaleur nouvelle, non pas celle du foyer, mais celle d'une connexion humaine qu'elle croyait perdue. Et si cette histoire, née dans l'ombre d'un refuge, pouvait changer des vies? Si vous ressentez cette étincelle, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite. Partagez cette aventure avec ceux qui aiment les récits de courage. Votre soutien nous aide à raconter ces destins qui méritent d'être entendus. Mais la paix était fragile. Une nuit, alors qu'ils partageaient un bouillon de viande séchée, Tasunka tendit l'oreille, alerté par un craquement anormal au-delà du tunnel. Il saisit son arc, ses muscles tendus comme une corde d'acier. « Ce n'est pas le vent », murmura-t-il, son souffle formant un nuage dans l'air. Ayana, le cœur battant, empoigna le couteau de David, prêt à défendre ce refuge qui était devenu plus qu'un abri, un lieu où deux âmes de brisées apprenaient à se reconstruire. La tempête hurlait, mais un danger plus grand rôdait, tapi dans l'obscurité, prêt à tester leur fragile unité. Alors que l'écho du craquement résonnait encore dans l'obscurité, Tasunka, arc en main, se glissa vers de l'entrée du refuge, son ombre se fondant dans les murs d'argile comme un fantôme du Wyoming. En ce décembre 1888, la tempête hurlait avec une fureur qui semblait vouloir déchirer la forêt, mais un danger plus insidieux rôdait, porté par des bottes humaines et non par le vent. Ayana, le couteau de David serré dans sa paume, suivit Tasunka, son souffle rapide trahissant une détermination forgée dans l'épreuve. Le refuge, autrefois un sanctuaire, était maintenant une forteresse assiégée, et leur fragile alliance allait être mise à l'épreuve par une menace qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Dans le tunnel étroit, Tasunka s'arrêta, l'oreille collée à la paroi, ses sens aiguisés par des années de traque et de fuite. Un murmure étouffé, presque avalé par le blizzard, lui parvint. Des voix d'hommes, des ordres aboyés dans la nuit. Une patrouille militaire, sans doute à la recherche d'Apaches en fuite, avait repéré la fumée discrète du foyer, un fil ténu qui les avait conduits jusqu'à cette colline. Ayana, devinant la gravité dans les yeux de Tasunka, murmura. « Combien sont-ils » Il leva 3 doigts, puis désigna l'entrée camouflée, où les broussailles s'étrempées de neige pouvaient trahir leur position à tout moment. Sans perdre une seconde, Tasunka entraîna Ayana vers l'arrière du refuge, où une pile de cordes tressées, celle qu'elle avait fabriquée, reposait près des outils. « On va les ralentir », dit-il, sa voix basse comme le grondement d'un orage lointain. Ensemble, ils improvisèrent des pièges, des cordes tendues à ras du sol dans le tunnel, reliées à des pierres suspendues, prêtes à s'effondrer sur quiconque avancerait sans prudence. Ayana, les doigts agiles malgré le froid, noua les cordes avec une précision qui surprit Tasunka, dont le regard s'adoucit l'espace d'un instant. Ils renforcèrent l'entrée avec des branches épineuses, transformant l'accès en un goulot d'étranglement mortel. Dehors,
La tempête masquait leurs préparatifs, le vent hurlant comme un allié involontaire. Tazunka, accroupi près de l'entrée, tendit à Aïana une dague apache, son manche gravée de motifs en spirale. « Si ça tourne mal, vise la gorge ou le genou, » murmura-t-il, son ton dénué de peur mais chargé d'une gravité qui fit frissonner Aïana. Elle hocha la tête, la lame étrangère dans sa main, lui rappelant qu'elle n'était plus seulement une veuve en deuil, mais une combattante défendant un refuge qui incarnait leur survie. Ils se postèrent dans l'ombre, Tazunka avec son arc bandé, Aïana prête à déclencher le premier piège, leur respiration synchronisée dans l'attente. Les minutes s'étirèrent, chaque craquement de la neige amplifié par l'adrénaline. Puis, un bruit net, le frottement d'une botte contre les broussailles. Une silhouette emmitouflée apparut à l'entrée, une lanterne vacillante révélant un soldat, son fusil à la main, suivi de 2 autres. Tazunka murmura un ordre, et Aïana tira sur la corde, libérant une cascade de pierres qui s'abattit avec un fracas assourdissant. Le premier soldat s'effondra, son cri noyé par le blizzard, tandis que les autres reculèrent, désorientés. Tazunka décocha une flèche, précise comme un faucon, qui cloua la main d'un second soldat à son fusil, le forçant à lâcher son arme. Le chaos s'installa. Les soldats, pris au piège dans le tunnel étroit, trébuchèrent sur les cordes, déclenchant d'autres pièges. Aïana, galvanisée, lança une branche enflammée tirée du foyer, illuminant le tunnel et semant la panique. Les flammes, bien que faibles, suffirent à faire reculer les intrus, qui battirent en retraite dans la tempête, leurs jurons avalés par le vent. Tazunka, sans perdre un instant, scella l'entrée avec une lourde pierre, enfermant le refuge dans un silence oppressant. Il se tourna vers Aïana, son regard mêlant respect et une pointe d'étonnement. « Tu n'es pas une fermière, » dit-il, presque à lui-même. Épuisés, ils retournèrent près du foyer, où les flammes luttaient pour repousser l'humidité glaciale qui s'était infiltrée. Aïana, encore tremblante d'adrénaline, réalisa que leur victoire était temporaire. Les soldats reviendraient, plus nombreux, et le refuge, bien que robuste, ne pourrait résister indéfiniment. Tazunka, comme s'il lisait ses pensées, s'assit en face d'elle, nettoyant la lame de sa dague. « On ne peut pas fuir éternellement, » dit-il, ses mots pesants comme le fer. Aïana, les yeux fixés sur les flammes, sentit une résolution nouvelle s'ancrer en elle. Ce refuge n'était plus seulement un abri, c'était un symbole de leur refus de plier, un défi lancé à un monde qui voulait les briser. Alors que les flammes vacillantes du foyer repoussaient de l'humidité glaciale, Aïana, le regard perdu dans leur danse hypnotique, sentit une résolution nouvelle s'enraciner en elle, comme une graine défiant le gel du Wyoming. En ce janvier 1889, la tempête qui avait ébranlé la forêt s'apaisait, laissant derrière elle un silence fragile, presque irréel, où chaque craquement semblait annoncer un nouveau danger. Le refuge, désormais plus qu'un abri, était devenu un symbole de leur résistance, mais Aïana et Tazunka savaient désormais que leur victoire contre les soldats n'était qu'un sursis. La forêt, avec ses pins tordus et ses ravins drapés de neige, restait un territoire hostile, où la paix était aussi fugitive qu'un cerf dans la brume. À l'aube, Tazunka entr'ouvrit l'entrée, révélant un monde transformé. La neige s'amoncelait en vagues sculptées par le vent, scintillant sous un ciel d'un bleu cruel. Le froid, bien que moins mordant, pinçait encore la peau, et Aïana, enveloppée dans une peau de bison prêtée par Tazunka, scruta l'horizon. Aucun signe des soldats, mais leurs traces, à moitié effacées par la tempête, serpentaient Vindy vers le nord, suggérant une retraite temporaire. « Ils reviendront », murmura Tazunka, son souffle formant des volutes dans l'air glacé. Il désigna un éperon rocheux, à l'ouest, où il pourrait construire un poste d'observation pour guetter les intrus.
Ayanna acquiesça, ses doigts serrant le manche de la dague Apache, désormais aussi familière que le couteau de David. Plutôt que de fuir, ils décidèrent de fortifier leur position, transformant la colline en un bastion durable. Tazunka, avec l'instinct d'un chasseur, explora les environs, dénichant un bosquet de jeunes pins, dont le bois servirait à bâtir une cabane à flanc de colline, à quelques pas du refuge souterrain. Ayanna, dont les mains portaient encore les cales de son labeur à la ferme, abattit les arbres avec Yosunduidzetaps avec une hache, ses coups rythmés résonnant comme un défi à la forêt silencieuse. Ensemble, ils traînèrent les troncs, jusqu'au site, leurs muscles protestant sous l'effort, mais leurs regards échangés trahissaient une camaraderie forgée dans l'adversité. La cabane, modeste mais robuste, avec un toit de branches entrelacées et de boue séchée, devint une extension du refuge, un symbole de leur volonté de ne pas seulement survivre, mais de vivre. Les jours suivants, ils perfectionnèrent leur nouveau foyer. Ayanna creusa un petit canal pour détourner l'eau du ruisseau souterrain vers un réservoir extérieur, facilitant l'accès à l'eau sans exposer l'entrée du refuge. Tazunka, quant à lui, sculpta des pièges plus sophistiqués, utilisant des lianes et des contrepoids pour sécuriser les abords de la colline. Leur travail était ponctué de silences complices, mais aussi de récits murmurés au coin du feu. Ayanna parla de son enfance dans les plaines du Missouri, où elle poursuivait les lucioles sous un ciel étoilé, tandis que Tazunka évoqua les danses apaches autour des feux de camp, où les anciens chantaient la mémoire de la terre. Ces histoires, bien que nées de mondes opposés, tissaient un lien invisible, plus fort que les murs qu'ils bâtissaient. Mais la menace persistait. Une nuit, alors qu'ils surveillaient l'éperon rocheux, une lueur vacillante apparut au loin. Un feu de camp, trop organisé pour être celui de trappeurs. Tazunka, les yeux plissés, estima qu'une nouvelle patrouille, plus nombreuse, approchait, peut-être renforcée après leur échec. Ayanna, refusant de céder à la peur, proposa un plan audacieux, allumer un faux feu à 1 mile de là pour détourner l'attention. Sous le couvert de l'obscurité, ils empilèrent des branches sèches dans un ravin, y mettant le feu avant de regagner la colline, leurs pas étouffés par la neige fraîche. Le stratagème fonctionna, les soldats, attirés par les flammes, s'éloignèrent, laissant à Ayanna et Tazunka un répit précieux. Lorsque le printemps pointa, timidement, avec des bourgeons perçant la neige fondante, la cabane était achevée, et le refuge souterrain restait leur secret. Ayanna et Tazunka, désormais partenaires dans un combat qui allait au-delà de la survie, décidèrent de rester, non pas comme des fuyards, mais comme des gardiens de cette terre. Ils commencèrent à enseigner leurs techniques, pièges, construction, gestion de l'eau, à quelques apaches errants et à des pionniers désabusés, formant une communauté naissante, unie par le respect mutuel. Leur refuge, jadis un abri contre la tempête, était dès maintenant un phare, prouvant que même dans un monde déchiré par la haine, 2 âmes pouvaient bâtir un avenir. Alors que le soleil se levait sur la forêt, peignant les pins d'or, Ayanna et Tazunka se tenaient côte à côte, prêts à affronter ce que le Wyoming leur réservait. Cette histoire d'Ayanna et Tazunka, née dans l'ombre d'un refuge, montre que le courage et l'unité peuvent triompher des tempêtes les plus cruelles. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions sur ce récit de résilience et de liens humains. Vos mots comptent, pour nous. Nous sommes reconnaissants de vous avoir accompagnés dans cette aventure au cœur du Wyoming sauvage. Restez avec nous pour d'autres histoires qui capturent l'âme de l'Ouest, où chaque défi forge un nouveau départ. À bientôt pour un prochain voyage narratif où l'espoir défie toujours l'impossible.